et le cheminement du travail. Ensuite, les trois grandes thématiques que le CODEV a retenues sur ce thème, donc résider, vivre ensemble, travailler, étudier, se déplacer. Et enfin, une conclusion qui sera l'analyse finale de notre travail, donc qui sera importante, et une présentation des livrables que nous avons pu réaliser au cours de ce second semestre. Donc sans plus tarder, la méthodologie. Donc notre cheminement commence dès le 6 février, la restitution intermédiaire. Lors de cette première phase et à la restitution intermédiaire, nous avons pu présenter cette typologie générale des communes du Sicoval qui découlait des enjeux que nous avions définis lors de ce premier semestre. Et le CODEV a lui-même choisi de garder certaines communes auxquelles nous sommes intéressés, qui étaient représentatives de chaque typologie de communes. Donc voilà la liste des communes sur lesquelles nous nous sommes attardés. De suite, nous avons appréhendé le territoire en fabriquant des fiches communes, que vous avez sûrement peut-être déjà pu voir, mais nous les avons étoffées au cours de ce second semestre. Et nous avons aussi fait une liste de contacts de personnes ressources et d'acteurs que nous allions interroger dans le semestre lors de nos entretiens que nous avons pu réaliser. Donc ça, c'était de février à mars. Hop. Ensuite, durant avril, donc, nous avons préparé nos outils pour le terrain avec l'élaboration d'un questionnaire et d'une grille d'entretien qui nous ont permis de récolter ce qu'on avait récolté sur le terrain, des entretiens et des questionnaires. Des sorties de terrain donc, qui découlaient quand on est allé faire les entretiens, etc. On a pu aussi s'imprégner du territoire, comme vous voyez ici, certaines photos qu'ont pris les étudiants. Un petit résumé de ce qu'on a pu récolter, 49 entretiens réalisés, environ 60 heures d'entretien en tout, et plus du double de ce temps en retranscription et des heures aussi d'analyse. Donc un travail assez conséquent, assez fourni. Et en parallèle de ces sorties de terrain, on a aussi mené une veille documentaire constituée d'un benchmarking et d'une revue de presse. Donc une revue de presse pour voir un petit peu ce qui se fait dans le Sicoval, suivre un petit peu la presse sur les projets, ce qui se passe dans le Sicoval, ainsi qu'un benchmarking donc, pour regarder un peu ce qui se fait ailleurs, sur des territoires semblables au Sicoval, et voir comment on peut s'en inspirer sur le sujet. Donc voilà ce qui s'est passé en avril. Et pour finir, ce mois de mai à juin a été consacré à l'analyse de toutes les informations récoltées, tous les verbatims qu'on a pu récolter, tant dans les entretiens que dans le questionnaire. On a aussi évidemment préparé ce diaporama et l'ensemble des livrables qu'on vous présentera en conclusion. Donc voilà la préparation. Et ici un exemple d'une fiche de benchmarking que vous aurez évidemment à votre disposition à la fin, on y reviendra. Un mot rapide des difficultés rencontrées lors des enquêtes de terrain. Si certaines communes ont plutôt bien accueilli et bien répondu à nos questions, d'autres on a eu un peu plus de mal. On a même dans certaines communes, on n'a pas pu rencontrer des élus. Donc ça pose aussi la question de savoir si certaines communes étaient vraiment intéressées par le sujet de notre étude. Et ça se montre aussi dans les réponses au questionnaire, le nombre de réponses au questionnaire par commune. Certaines communes n'ont pas trop répondu aux entretiens ni aux questionnaires. Donc, et ici une carte qui montre un petit peu les réponses au questionnaire, comment elles sont dispersées sur le territoire. Nous avons utilisé l'outil de diagnostic en sciences sociales, à savoir le questionnaire. Donc dans un premier temps, nous avons distribué des flyers pour répondre à une enquête en ligne, donc composée d'une trentaine de questions, et nous avons eu 562 réponses complètes en l'espace de 2 mois. L'objectif de ce questionnaire, c'était de percevoir le regard des habitants sur leur espace vécu, et aussi de leur laisser un espace d'expression à travers des questions ouvertes. Ensuite, nous avons trié nos données à partir de tri à plat et de tri croisé. Donc, pour résumer, tri à plat, c'est une variable, tri croisé, c'est 2 variables. Donc, ça nous permet d'avoir une vision plus étayée et plus précise pour répondre à cet objectif de caractériser les répondants et leur vécu. Nous allons donc maintenant présenter l'échantillon qu'on a pu avoir justement dans ce même questionnaire. Pour ce faire, au début, comme vous le voyez ici, en bleu, c'est le poids de la population de la commune par rapport au poids total du Sicoval.
Et en rouge, c'est le poids de réponse de la commune au questionnaire par rapport au poids total des réponses du questionnaire. Et on est arrivé à plusieurs conclusions. La première, c'est qu'on a des communes avec une présence nulle ou très faible en termes de données et de réponses au questionnaire, qui ont soit pas répondu, soit très peu répondu. On a des communes qui sont surreprésentées par rapport à leur poids dans le psychoval, c'est le cas de Lauderville et de Coronsac. On a des communes qui sont, elles, sous-représentées par rapport à leur poids dans le psychoval. Le meilleur exemple est ici Castanet. Mais on a aussi des communes qui sont plutôt bien équilibrées par rapport à leur poids. Par exemple, Ramonville, qui a le poids le plus important, on est arrivé à trouver un bon équilibre. Au niveau des genres du répondant, même si on a plus de femmes que d'hommes dans le psychoval, on se rend compte que nous, notre différence est assez importante. Pour l'âge, on est sensiblement... on est plutôt bien sur certaines catégories, sur d'autres moins. On voit que les 18-29 ans, on n'a pas réussi à assez les sensibiliser à ce questionnaire. Pour les catégories socio-professionnelles, alors là ici, l'INSEE, lui, prend les professions intermédiaires. Nous ne l'avons pas pris car c'est une catégorie qui est un peu trop floue. Et elle se répartit donc entre les cadres professionnels intellectuels et les employés, ce qui fait qu'on a quand même deux grosses parts, contrairement à l'INSEE. Mais globalement, on est plutôt pas mal. Nous allons passer donc à la présentation de nos trois grandes thématiques. Juste une petite précision, puisque ces trois thématiques seront divisées en trois sous-parties. La première sous-partie sera les constats partagés, puisque nous avons, au cours des entretiens et du questionnaire, constaté qu'il y avait des points de vue unanimes. Une deuxième sous-partie, les constats discutés, qui ont soulevé des avis divergents. Et enfin, les nouveaux constats, puisque dans cette phase sensible, on a soulevé de nouveaux points et qui seront constitutifs par ailleurs de nouveaux enjeux. Et je passe à Pierre pour vous présenter la première thématique. Donc la première thématique sera résilier et ensemble. Et on passe tout de suite au premier constat partagé que nous avons pu dégager, le paysage, une caractéristique déterminante à préserver. Donc selon les acteurs qu'on a pu interroger, les paysages ils sont vraiment essentiels, l'identité du psychoval et s'est construite autour de ces aménités paysagères. Et c'est souvent le premier motif de l'arrivée d'habitants sur le psychoval. On peut voir dans les verbatims que l'on a relevés, il faut préserver les ENAF, espaces naturels, agricoles et forestiers, préserver le plus possible l'espace agricole, c'est magnifique, on est très sensible au paysage, tous les gens qui viennent le remarquent et disent que c'est formidable. Donc un très fort attachement au paysage dans le psychoval, qui est vraiment un marqueur important de la qualité de vie. Et ça s'est retrouvé dans le questionnaire que l'on a fait passer aux habitants, à la question « Quelle place accordez-vous au paysage au quotidien ?» Plus de 90% aiment les regarder ou même ne pourraient plus en passer. Donc il y a vraiment une corrélation et un constat unanime sur l'importance des paysages dans cette qualité de vie. Donc on voit sur les verbatims beauté des paysages du Lauragais, pleine nature, magnifique paysage. Donc il y a une vraie tendance à aimer ces paysages. Si on regarde un peu plus profondément le questionnaire, une autre question, qu'est-ce qui pourrait vous faire quitter le psychoval? Donc on a trois réponses principales, l'augmentation du nombre de constructions, la diminution des espaces verts et pour raisons familiales, personnelles ou professionnelles. Donc sur ces trois raisons, deux sont quand même liées au paysage, donc la modification du paysage et l'intensification de l'urbanisation. Donc c'est une vraie crainte pour certains habitants, certains acteurs qui craignent une artificialisation excessive des sols et des paysages. Donc c'est vraiment un sujet sur le psychoval vraiment majeur. Pour réussir à les préserver, le psychoval met en place un plan paysage. Donc il se construit en concertation avec les habitants au travers donc, de sorties paysages ou encore d'ateliers plus formels qui permettent de discuter et de débattre sur l'avenir des paysages dans le psychoval. Ici, un verbatim du président qui explique que le plan paysage veut sensibiliser les personnes sur les éléments que l'on souhaite conserver du paysage et ceux qu'on est prêt à sacrifier pour conserver les premiers. À travers notre étude, nous avons relevé que le prix de l'immobilier était un enjeu assez fort du territoire. Effectivement, le prix de l'immobilier n'a cessé de grimper en conséquence, que ce soit pour du foncier, pour du locatif ou autre. On voit à travers les verbatims qui sont quand même assez forts, hein, les prix de l'immobilier ont explosé malheureusement, c'est ingérable, acheter un terrain ici c'est l'enfer,
que les acteurs du territoire en sont assez conscients. Ici, on trouve un exemple justement de ce prix de l'immobilier avec les coteaux de la Trafalgar, et où dans cette zone-là, les habitants ont tendance à dire l'expression coteau cossu, ce qui n'est pas anodin. On va aussi, à travers justement ce prix de l'immobilier assez élevé, fermer la porte à certaines populations, alors qu'il faudrait peut-être l'ouvrir avec un territoire peut-être un peu plus inclusif, accessible pour tous, avec des prix surtout qui soient justement plus modestes. On voit dans le questionnaire que, à la réponse « Qu'est-ce qui pourrait vous faire quitter le Sicoval ?», le prix du logement n'est pas forcément en tête. Cependant, on arrive à le distinguer. Pourquoi il n'a pas une grande place? C'est parce que les gens qui répondent au questionnaire, ils sont déjà sur le Sicoval, et puis surtout, ils sont peut-être dans certaines zones où le prix de l'immobilier n'a pas encore explosé, mais ça reste, ils sont quand même conscients, comme vous le voyez. J'espère que les prix n'augmenteront pas pour pouvoir rester voir d'où s'y installer vraiment. Les habitants sont quand même conscients de cet enjeu fort qui sera sûrement un enjeu futur. Et donc un autre constat partagé dont on va parler, celui de l'adaptation de l'offre de services. En effet, il y a, face aux tendances démographiques que connaît le Sicoval, à savoir la diversification de la population et son vieillissement, il apparaît essentiel d'adapter l'offre de services et d'équipements. Donc face au vieillissement, il y a la nécessité de maintenir une offre déjà satisfaisante d'aide à la personne, et face à la diversification, il y a la nécessité de développer de nouvelles offres comme des offres d'accueil pour enfants, de garde pour enfants par exemple. Et donc l'arrivée de nouvelles populations doit être accompagnée, notamment en adaptant la qualité et la quantité des services et des équipements. Et donc je laisse la parole à Laurie pour donner un exemple. Oui, pour poursuivre ce qu'aborde Anaïs, l'offre scolaire peut être un exemple de service à adapter aux besoins des populations, puisque en effet certaines écoles sont saturées, ont des capacités d'accueil qui sont insuffisantes, et même de nouvelles écoles du secteur primaire le sont déjà à leur ouverture. Et c'est d'ailleurs le constat que font certains habitants qui déclarent qu'arrivés récemment, nous attendons de voir arriver la nouvelle école. Donc il s'agit d'un sujet assez préoccupant. Merci. Un autre exemple est celui de l'accessibilité numérique. En effet, face à la dématérialisation de nombreux services, il est essentiel d'accompagner certaines populations qui n'ont pas les capacités d'utiliser ces outils numériques. Et donc c'est ce que nous dit le président du Sicoval. Il a une crainte de fractionner la société entre ceux qui savent et ceux qui ne savent pas. Et donc pour accompagner ces populations-là, le département a créé une maison de services de proximité à Bellebureau qui permet justement à ces populations de se familiariser avec les outils du numérique. Et donc ça rejoint l'enjeu 7 que nous avions dégagé lors de la phase 1, à savoir l'adaptation des services de proximité à la diversité des profils socio-démographiques. En ce qui concerne les constats discutés, selon les acteurs, les avis divergent en ce qui concerne la diversité du logement dans le territoire du Sicoval, et cela pour plusieurs raisons. Déjà parce que le prix de l'immobilier est parfois élevé, et cela limite à la fois l'achat et la location de certains biens. En effet, une élue municipale déclare à ce propos qu'il y a une faible capacité de logement bon marché sur le territoire. Aussi parce que la part des logements collectifs et sociaux est très hétérogène, et les avis concernant les logements sociaux sont mitigés. C'est d'ailleurs ce qu'estime cet élu municipal qui déclare que la population n'est pas prête à voir apparaître des logements sociaux ou des collectifs. Néanmoins, pour certains acteurs, et notamment des agents, la production d'une diversité de logements peut être perçue comme une véritable opportunité pour le territoire. Le résultat du questionnaire montre qu'il y a une grande majorité des répondants qui déclarent vivre dans une maison individuelle, soit environ 84%. Donc cela est en cohérence avec le diagnostic formulé lors de la phase 1 et qui montre qu'il y a une faible diversité. Il y a aussi une différence entre les élus qui disent qu'il est nécessaire d'implanter des logements sociaux et le résultat des entretiens auprès des habitants qui ne sont relativement pas positifs et ont des opinions défavorables à l'égard de l'accueil de logements sociaux. Et c'est d'ailleurs le constat que fait un habitant
au Sicoval, beaucoup de constructions HLM, une population en augmentation avec des problématiques sociales. Également, le graphique montre que la part des répondants qui vivent dans une résidence universitaire est faible. Et là aussi, cela est en cohérence avec le diagnostic de la phase 1 qui avait montré qu'il y avait une faible part d'étudiants dans le Sicoval. Donc, on peut dire que l'offre de logement est insuffisante pour les jeunes et les étudiants. Et c'est notamment le constat que fait une élue municipale à ce propos. Elle déclare qu'il est difficile pour les étudiants de s'implanter et de rester sur le territoire du fait du coût et de la faible capacité de logement bon marché. Pour illustrer cela, parmi les fiches de benchmarking, nous vous présentons la fiche numéro 3 qui concerne le projet de rénovation d'une ancienne école en habitat social écologique donc dans la commune de Sancoin, dans le Cher. Et ce projet est à destination des personnes âgées. Et c'est un projet qui peut servir d'inspiration pour le Sicoval au regard de certaines problématiques liées au vieillissement, mais aussi à l'isolement de certaines populations et au besoin de créer des liens générationnels et de diversifier l'offre de logement du territoire. Un autre constat discuté est celui des services et équipements de proximité. En effet, il y a un consensus autour de la nécessité de ces services. Cependant, les avis divergent sur leur implantation. En effet, il va y avoir d'un côté les personnes qui estiment qu'il est normal d'utiliser la voiture. Et on peut citer une présidente d'association qui nous dit que les gens sont venus s'installer à la campagne et en grande partie, ils ont accepté d'avoir une voiture et de se déplacer en voiture. Et ça a toujours été comme ça. Et d'un autre côté, il va y avoir les acteurs qui préféreraient avoir des services plus proches, accessibles à pied ou à vélo. Également, dans notre étude, il est revenu l'importance des marchés de plein vent. Cependant, on peut prendre l'exemple du marché de Consac qui est assez peu fréquenté dans les faits. Il y a aussi la question des services ambulants qui est revenue. Ici, si on regarde ce graphique issu du questionnaire, les personnes qui utilisent leur voiture pour les courses alimentaires, donc ces deux lignes-là, acceptent en grande partie ce moyen de transport. Mais si on le compare avec les personnes qui se déplacent à pied ou à vélo, ces deux modes-là vont être plus acceptés. Et aussi, les services de santé et les services d'équipement de santé ne sont pas tant revenus que ça dans les discours, contrairement à ce à quoi on pouvait s'attendre. Et à l'inverse, les équipements culturels sont vus comme quelque chose d'essentiel. On peut citer ici un agent municipal qui nous dit que les événements culturels locaux sont importants pour faire vivre un territoire. Et donc ça renvoie à l'enjeu 6, l'accessibilité des services de proximité face à la diversité du territoire. Et donc là on a un deuxième graphique, cette fois-ci sur les modes de transport pour les services de santé, et on voit qu'ici tous les modes de déplacement sont bien plus acceptés que lorsque il s'agit de courses alimentaires. Et donc une inspiration est le réseau Bouge ton coq qui permet à des communes rurales de pouvoir développer des épiceries associatives dans des communes où il n'y a plus beaucoup de commerces. Ça permet non seulement de ramener les commerces dans les communes, mais aussi d'impliquer les habitants et de donner un nouvel élan à ces communes-là. Et au Sicoval, on peut prendre l'exemple de l'épicerie Au Jardin des Spiracs à Fourquevaux, qui a ouvert en 2018 et qui est à l'initiative d'habitants, qui est un commerce de proximité, mais aussi un lieu de rencontre et d'animation favorisant le lien social selon Dans les constats discutés également, il y avait la question de la perception des nouvelles formes urbaines et de la densification. Lorsqu'on reprend ce graphique créé sur la question du questionnaire, qu'est-ce qui pourrait vous faire quitter le Sicoval, en effet, c'est l'augmentation du nombre de constructions en premier lieu, et car la densification est vue avec une influence négative, puisque certains parlent de détériorer la qualité de vie, avec des conséquences telles une voirie dans un état déplorable, des problèmes de circulation. Avec cette première raison majeure de départ, en effet, il y a une perception négative chez les habitants, tandis que chez les élus, agents et associations, on a plutôt deux points de vue. On a des avis mitigés. Il y a une partie qui voit une opportunité de développement qui permettrait de garantir une certaine préservation. Certains parlent d'un bon compromis, on ne crée pas, on ne dénature pas le village, mais on densifie le quartier. Le président du Sicoval également appuie sur la nécessité de devoir en permanence reconstruire la ville sur la ville à l'horizon 2050, en lien avec la loi climat-résilience et l'objectif ZAN.
Et d'un autre côté, on a ceux qui voient un risque de dénaturation des paysages et des communes, puisque pour certains, densification veut dire immeuble de 10 étages, ou encore ça ne s'inscrit pas dans le Lauragais des R+3, R+4, et ils voient vraiment, ont une mauvaise perception des nouvelles formes urbaines, soit vis-à-vis de ce qui a été construit, soit dans l'imaginaire collectif. Un petit exemple avec trois images de nouvelles formes d'habiter, nouvelles formes urbaines. On a la maison en bande qui était ressortie dans un entretien, c'est un format, un modèle qui est assez répandu dans le Chicoval, dans plusieurs communes. Et sauf qu'en fait, il y a des retours comme quoi il y aurait un problème de promiscuité, qui n'est pas forcément perçu sous d'autres formes, mais sur celle-ci, apparemment, sous ce format-là, ça peut poser problème. On a également un retour selon des problèmes de construction en termes d'insertion paysagère. Une agence du Chicoval témoigne que ce n'est pas forcément un refus, mais c'est peut-être des programmes de construction qui ne sont pas correctement insérés dans le paysage ou pas forcément qualitatifs et qui du coup peuvent être moins appréciés ou poser un peu une forme de rejet. Le président du Chicoval appuie également sur cette question des formes urbaines, puisque selon la forme urbaine, on n'a pas forcément la même perception de la densification. Un autre exemple qui a été soulevé et qui aurait posé problème et fait scandale, c'est ce logement collectif. Et on sait que les logements collectifs, ça a très souvent une mauvaise image associée. Ici, le bâtiment se retrouve en deçà de la route, et donc on se retrouve au niveau des pots d'échappement, et on peut se poser la question et de la qualité du logement et de la qualité de vie donc pour ses habitants. Donc pour récapituler, les constructions peuvent être mal acceptées par une architecture qui se démarque un petit peu trop ou trop loin de l'identité patrimoniale, une promiscuité qui peut être mal perçue selon les formes, et la question de la qualité des logements. Donc il y a une difficulté à faire comprendre que la densification, non, ce n'est pas forcément des immeubles de 10 étages ou des logements sociaux. Et malheureusement, si les constructions sont de mauvaise qualité, ça n'incite pas forcément à s'installer d'une bonne manière, et ça peut appuyer une mauvaise perception. En plus, comme on a un enjeu de conciliation environnementale, on peut s'inspirer de cette fiche que vous retrouvez dans le benchmarking à Pouignot dans le Finistère, si je ne dis pas de bêtises, où ils ont travaillé sur des habitats réversibles, où donc ça permet d'éviter l'artificialisation des sols avec des habitats sur pilotis, et qui peut s'adapter aux enjeux climatiques, à l'objectif ZAN, la croissance démographique, tout en flexibilisant les modes d'habiter. Donc ça vient en effet conforter l'enjeu 2 que nous avons soulevé dans la première phase de conciliation entre densification urbaine et qualité environnementale. Également, lors des entretiens, toujours dans cette question de l'acceptation, il est ressorti qu'il était important de travailler sur les espaces entre ces habitations, des espaces de respiration verte, des espaces intermédiaires interstitiels, afin qu'on densifie, mais de manière humainement acceptable. Et on peut parler de ce projet qui est actuellement en cours à Castanet-Tolosan, où la commune a fait appel à des bénévoles pour végétaliser la commune et favoriser l'accueil de la biodiversité. Donc travailler sur ces espaces tout en incluant vraiment les habitants afin de leur faire prendre part au projet et permettre une meilleure acceptation de la densification, d'où l'ajout de l'enjeu de l'acceptabilité sociale de l'accueil des populations et donc de la densification. Pour poursuivre sur un constat discuté, les personnes interrogées évoquent avant tout la mixité générationnelle lorsqu'on leur parle de mixité sociale. Et c'est notamment ce qu'exprime un président d'association qui dit que pour lui, la mixité sociale, c'est jeune avec vieux. Donc il s'agit d'une vue assez réductrice de ce qu'est la mixité sociale. Les liens intergénérationnels renvoient donc à des moments d'échange entre générations, et ces échanges sont un moyen d'acceptation des nouveaux arrivants. En revanche, la mixité intergénérationnelle ne renvoie pas qu'à la mixité sociale. Et c'est notamment ce que déclare cet agent municipal qui ouvre la voie sur d'autres formes de mixité qu'englobe la mixité sociale, à savoir la mixité économique, géographique, religieuse et ethnique. Et de fait, cela rejoint la définition de la mixité sociale qu'on retrouve dans différents dictionnaires. La mixité sociale désigne la présence simultanée ou la cohabitation en un même lieu de personnes appartenant à des catégories socio-professionnelles, à des cultures, à des nationalités et à des tranches d'âge différentes. La fiche numéro 21 donc, du benchmarking présente le projet de transfert d'une école maternelle au sein d'un EHPAD dans la commune donc, de Barlin, dans le Pas-de-Calais. Et ce projet, justement, consiste à créer des liens entre générations. Et dans un contexte donc, de vieillissement de la population, nous trouvons intéressant de vous partager ce projet qui
qui consiste à la création de moments d'échange entre générations et qui permet justement de maintenir des conditions de vie agréables et de lutter contre l'isolement. Je passe maintenant la parole à Maëlle. Donc nous allons passer maintenant au nouveau constat dans la partie résider vivre ensemble. Un premier constat qui est apparu puisque nous avons eu à plusieurs reprises le terme d'esprit de village qui est arrivé dans le questionnaire que les entretiens. En effet, c'est quelque chose qui semble tenir à cœur aux habitants. Cet esprit de village, c'est un village très familial et le problème c'est qu'il y a cette peur de perdre cette vie de village et cette proximité peut-être entre habitants vis-à-vis de la croissance démographique et de la densification. Une agent du Sicoval explique que justement il y a une problématique par rapport à ça puisque voilà, elle est plus sur la notion d'ancrage et d'identité. Et en plus de l'esprit de village, il y a la question de l'identité patrimoniale puisque c'est ce qui fait partie aussi des points forts et qui attire les nouveaux habitants et qui est cher aux anciens habitants et donc qui est à préserver. En effet, certains parlent d'architecture typique, d'une identité particulière pour certaines communes ou encore un petit patrimoine local. Et qui plus est, lors de notre recherche dans la revue de presse, nous nous sommes aperçus qu'il y avait 5 communes du Lauragais, dont 4 dans le Sicoval, qui a figuré dans le top 10 des villages où il fait bon vivre en Haute-Garonne, donc à savoir Vigoulé, Oziel, Lozerville et Vieille-Toulouse, donc qui témoignent de cette identité patrimoniale et de ses points forts et de l'esprit de village qui est cher aux habitants. Un petit exemple de ce qui s'est passé à Renac, en Ille-et-Vilaine. Un ancien café historique, un lieu incontournable du village, a été fermé pendant presque 20 ans et finalement ils ont décidé de réouvrir justement en réinvestissant ce lieu, ce patrimoine qui était important pour les habitants. Donc ils ont pour objectif de réinvestir le lieu emblématique en collaborant avec les habitants, ce qui permet de toujours réinvestir ce patrimoine qui est cher aux habitants. Donc on en vient à cet angevin nouveau, préservation du cadre de vie et du patrimoine. Vous répondrez oui et non. Alors oui, forcément que dans des villes, par exemple, si un entretien qui a pu, tu me coupes Hugo si j'ai tort, mais à Castanet, on va peut-être plus accepter la densification qu'à Coronsac, tu me coupes Léa ou Pierre. Voilà. Mais attention, c'est aussi, ça peut être aussi vrai qu'à Castanet, on peut me dire qu'on ne veut pas de densification parce qu'on est très bien comme on est, tandis que à Coronsac, on va dire que il nous faudrait accueillir un peu plus pour avoir plus d'activités, de commerce, etc. Donc c'est un peu du oui-non. Elle existe, cette différence, mais c'est pas la seule. On a interviewé avec Alban l'adjoint au maire à Castanet, le composeur, et pour pouvoir faire accepter cette densification, le mode de la densification douce a été développé pour pouvoir prendre en compte l'objectif ZAN. Spécialement ressorti dans les entretiens parce qu'on n'avait pas forcément non plus de questions vraiment spécifiques sur ce genre de projet. On a pu parler avec une des responsables du logement Sicoval et qui a pu nous dire que justement cet habitat mobile, s'il existait, ça pouvait être l'une des solutions, mais qu'aujourd'hui c'est aussi, on manque de recul et qu'il y a une image qui est très tournée forcément sur l'habitat d'une caravane ou les gens du voyage, ou voilà, alors que c'est pas forcément ça, et qu'il y avait aussi un travail à faire pour qu'il y ait quand même une certaine acceptation de ces nouvelles formes de résider qui ne sont pas des formes classiques comme on peut voir dans tous les territoires français avec une maison en dur. Alors la demande, elle va pas changer parce que comme on l'a dit, c'est très bien développé et la demande aujourd'hui elle est satisfaisante. Par contre, est-ce que la demande demain, on va avoir besoin, vu qu'on a justement ces gens qui s'essoufflent et qui vont du coup partir de cette association, il va falloir du coup compenser cela, comme on a pu voir à travers de l'arrivée de population qui va peut-être diversifier justement ça, mais la demande elle va rester sensiblement la même. Mais il faudrait un renouvellement justement de ces personnes-là. Personnellement, vu que j'ai fait un entretien à Belbureau pour le foyer rural, on a eu une seule dame qui a pu nous en parler de ça, et elle nous disait qu'elle avait du mal à trouver, mais aussi parce qu'elle ne connaissait pas encore tous les nouveaux arrivants et que elle avait du mal surtout à laisser la main à quelqu'un, quoi.
Mais que de manière générale, il y avait quand même un manque d'investissement, déjà de la part des anciens habitants, mais des nouveaux habitants aussi, puisqu'on est quand même parfois sur des dynamiques de turnover, où on ne s'installe pas forcément durablement dans le territoire, donc on a aussi ce manque d'investissement potentiel. Du coup, c'est vrai que c'est la question de est-ce qu'on va réussir à maintenir ce tissu associatif qui semble important pour le vivre ensemble, pour les dynamiques internes au territoire.